Hello à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, pour certains d'entre vous, depuis ce midi, pour d'autres depuis la semaine dernière, pour d'autres pas, en fait, mais bienvenue à bord. On est sur la quatrième semaine d'Avril Agile. Merci d'être présent, merci d'être dynamique sur le chat, merci de penser à nous. Comme je l'ai dit ce midi, Géraldine nous a fait faux bond aujourd'hui, mais c'est pas grave, je rentre dans ses chaussures avec une chevelure un petit peu différente, mais bon, c'est pas un souci. Comme d'habitude, on va attendre une 2 minutes le temps que les participants arrivent pour aujourd'hui parler de la construction de la performance d'équipe après le webinar de ce midi qui est disponible en replay si vous le souhaitez et qui traitait lui justement de l'entraînement d'une équipe performante. Donc on est sur une continuité de sujets entre les deux. N'hésitez pas si vous l'avez raté, c'était très intéressant. Donc bonjour à tous, Eléa, Marielle Dupont, Damien, Tar et les autres. On arrive doucement sur la fin de notre programme d'Avril Agile. Avec la semaine prochaine, alors deux autres conférences qui, moi, m'intéressent personnellement. La première sur la sécurité psychologique qui promet d'être intéressante. Et puis la seconde sur j'ai fait de l'agilité avec des inconnus ou comment faire de l'agilité sans en avoir l'air. Hashtag Monsieur Jourdain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose en fait. On est quand même en début de fin de journée maintenant. Mais je vais vous proposer, allons-y, de commencer. On va pas attendre plus longtemps, on va pas laisser trépigner plus longtemps notre magique Fred Arnal qui va vous accompagner pendant cette heure. Donc, sur la construction de la performance d'équipe, suffit-il d'appliquer Scrum pour qu'une équipe apparaisse? Moi, j'ai déjà quelques éléments de réponse, mais Fred va nous en donner d'autres. Donc voilà, on est sur Avril Agile. Alors, petit rappel, c'est notre philosophie, c'est le partage. La vocation d'Avril Agile, c'est d'étendre ce partage au-delà de l'interne d'AVO. Pardon. L'agilité, c'est notre ADN. Et c'est grâce notamment à la mobilisation de nos agences et de notre communauté qu'on a réussi à monter ce lot de séminaires pour justement discuter de l'agilité et de ses enjeux. Et puis, on n'oublie pas justement nos partenaires et nos clients qui contribuent aussi à la richesse d'Avril Agile. Très rapidement, d'AVO, donc on est 5 agences en France, on est 320 collaborateurs. Et on a 4 piliers sur nos offres qui sont donc l'agilité, la technologie, le cloud et le product. Et donc, c'est nos 4 centres d'expertise en tant que cabinet de conseil. Dernière petite chose, et là, je remercie Fred Arnal qui a réussi à hacker le système. Il a décidé de faire pas pareil que les autres. Donc, en fait, c'est pas une session de questions-réponses en fin de webinaire, mais ça va être en fait des mini-sessions entre, donc si j'ai bien compris, ça va être 3 temps différents. Donc, à la fin de chaque temps, il y aura un échange autour des questions-réponses. Donc, comme d'habitude, mettez vos questions dans l'onglet questions. Ça tombe bien, c'est plutôt à propos. Et puis, Fred y répondra en direct sans aucun problème. Mais sans plus attendre, avec un petit roulement de tambour, je vous propose que Fred Arnal monte sur scène et que je disparaisse tel un magicien. Fred, yeah! Non, oui, bonjour. Je suis apparu, j'ai disparu. Ok, merci Marc. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de est-ce qu'il suffit d'être une équipe Scrum pour être une équipe ou une équipe performante. Voilà, on va parler plus précisément de comment on peut aligner les intentions et les actions, comment on peut développer la compatibilité des individus et comment on peut travailler l'adhésion aux décisions. Alors sur chacune de ces rubriques, il va y avoir un peu de contexte, un peu de théorie, et puis une pratique que moi j'ai utilisée, que j'utilise souvent et qui marche bien pour moi. Voilà, donc l'idée c'est pas que de rester hyper théorique, et puis il y a un moment où on va pouvoir échanger ensemble.
à chaque fois sur chacune de ces, de ces thématiques et pratiques. Voilà, on avance. Donc, aligner les intentions et les actions. Là, je vous propose un petit jeu. Là, j'espère. Vous pourrez répondre par le chat. Alors, qui suis-je? Je vais vous lire hein, la première ligne et vous allez me trouver qui c'est. Et vous me répondez dans le chat. D'accord? Si vous avez envie, quoi. Allez, on y va. Alors, voilà, je suis une entreprise et j'ai une croyance. Dans l'entreprise, il y a cette croyance très forte que l'obsession du détail permet de créer des produits qui feront le marché. Cette entreprise, donc, elle a cette croyance et elle a une action qu'elle a fait et qu'elle a souvent répété, c'est elle dit, elle a payé 6 mois quelqu'un a testé plus de 1000 boîtes juste pour que l'ouverture des boîtes, donc c'est des boîtes de packaging sur les produits sur l'un des produits qu'elle vendait, et cette boîte, juste le fait qu'elle s'ouvre, il voulait qu'il y ait l'effet Yahoo, waouh, dès qu'elle s'ouvre. Voilà. Et cette entreprise, elle a une gamme restreinte de produits qu'elle vend cher et à la classe moyenne supérieure. Est-ce que vous l'avez reconnu? Apple, ben voilà, donc c'est super simple. Voilà. Tout le monde l'a reconnu, ok, top, vous êtes fort, vous êtes le bon public. Allez, deuxième entreprise. Elle a une croyance, c'est que la bureaucratie est la plaie des entreprises qui veulent maîtriser leurs coûts. Elle a mis en place une action qui est une pratique. Elle encourage la dénonciation du laxisme à travers un système de feedback. Donc c'est un système de feedback qui est très punchy. C'est pas un système où on va dire oui, mais je pense que tu... Non, on se dénonce. Et cette plateforme, cette entreprise, elle a une plateforme qui peut vendre et livrer une grande quantité de produits avec une faible marge. Amazon. Bon, ben vous y êtes. Là, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est qu'on a deux entreprises qui sont construites sur des croyances différentes, qui ont mis en place des actions qui sont profondément alignées avec ces croyances et qui les ont validées dans un marché. Et donc, quelque part, on peut se poser la question, okay, c'est qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est le contenu de la croyance ou c'est l'alignement de la croyance, des actions et du marché? Là, je vais faire une petite digression. J'ai discuté, les deux avis, j'ai discuté avec le chef teller officer de Patagonia. Patagonia, c'est une grosse boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires et qui vend des produits outdoor. Et le chef teller officer, j'ai eu la chance de l'avoir une demi-heure en entretien et je lui disais, moi je voulais savoir l'organisation, comment ils étaient organisés. J'étais sur les entreprises libérées, tout ça, on fait du Scrum, tout ça. Bon, et il me disait, oh là 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 là, écoute Frédéric, non, calme-toi là, parce que nous, on est vraiment à la ramasse là-dessus. J'ai discuté avec tous ces grands, tout ça. Nous, on a vraiment des processus pas terribles. J'ai dit, mais comment ça se fait que vous faites 1 milliard de chiffre d'affaires, vous êtes la 3e compagnie, vous faites le mieux vivre aux États-Unis, on vous voit partout. Et il m'a dit, parce que nous, on a développé la culture. Donc, il a utilisé cette phrase, il a dit, on laisse la culture faire le job. Et on investit énormément de temps et d'argent pour aligner nos croyances et nos pratiques. Et le reste suit. Donc, quelque part, si je force le trait, parfois dans nos environnements, on veut déployer du Scrum, mais on le déploie sans qu'il soit aligné sur les principes, etc. Alors, je dirais un peu de manière provocateur ou provocatrice, finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un bon cycle en V où tout le monde est aligné sur les principes du cycle en V, sur son exécution et que ça répond à un marché, plutôt que faire du Scrum, alors que finalement, les pratiques sont pas les pratiques dans l'ensemble sont pas profondément alignées avec les valeurs dominantes ou les croyances dominantes de l'écosystème. Voilà. Bon, ça nous amène au second slide. Et donc, là, je vous ai montré des entreprises alignées. Et de fait, moi, quand j'arrive dans les entreprises, c'est pas vraiment ce que je vois. OK. Dans les entreprises, ce que je vois, ce que je vois assez souvent, c'est les gens disent des choses et font autre chose. Hein, ils prétendent faire quelque chose, mais en fin de compte, ils font autre chose. Je vois des entreprises où on prétend être bienveillant, ou même il y a des groupes qui prétendent être bienveillants, etc. Et dans la pratique, ils n'y sont pas. Puis je vois des tensions entre des individus et des rôles aussi, surtout. Hein. Donc entre le PO, le Scrum Master, etc. Et ces tensions sont, parfois, je les vois bien, c'est qu'ils ne sont pas vraiment alignés sur leurs croyances et sur leurs valeurs.
Alors, je vais vous proposer, ça c'est la partie théorique, un premier modèle, c'est la pyramide de Diels. Alors, je ne sais pas s'il y avait ce matin des personnes, même personne qu'aujourd'hui, en tout cas, il y en a peut-être certains qui le connaissent. Alors, la pyramide de Diels, ça fonctionne comment? Déjà, à l'origine, Diels, il est à la base de la PNL. Enfin, cette pyramide est à la base de la PNL. Ah, Pablo est là. Ben voilà. Allez, on a un grand spécialiste. Voilà. Alors, finalement, on va commencer par la descendre, la pyramide. Hein, à l'origine, enfin à l'origine, on peut la prendre comme ça. C'est qu'il y a l'identité, la raison d'être. Pourquoi je suis là? Ensuite, il y a les valeurs et les croyances. Ok. Donc, une fois qu'on a répondu à la raison d'être, il y a comment on incarnerait cette raison d'être dans le monde. Et quelles sont nos croyances qui feraient qu'elle s'incarnerait dans le monde, plutôt. Ensuite, il y a la capacité. Comment on s'organise pour que ces croyances deviennent une réalité. Bon. Attention, les capacités, ce qui est vachement intéressant, c'est la partie formation aussi. C'est quelque chose qu'on n'adresse pas souvent, mais on va voir dans l'exemple suivant. Ensuite, il y a le comportement. La partie comportement, c'est l'ensemble des actions. Donc finalement, j'applique des actions qui sont que j'ai la capacité de mettre en place, ou j'applique des patterns ou des pratiques que j'ai la capacité de mettre en place, qui sont alignés avec mes valeurs et qui sont alignés avec mon identité, ma raison d'être. Donc quand j'arrive à faire ça, c'est top. C'est que là, en tant qu'individu ou en tant que groupe, waouh, je commence à avoir d'énergie. Après, il faut pouvoir les exprimer dans l'environnement. Donc l'environnement va être une source d'opportunités et de contraintes. Alors je vous ai mis un petit exemple en dessous. Donc on pourrait imaginer un service client dont l'identité serait soulager la peine des utilisateurs d'un site. Leur valeur, leur croyance, c'est que la voix du client doit être entendue dès la conception des produits. Leur capacité, pouvoir former des animateurs de communauté. Et le comportement ou la pratique qu'ils mettraient en place, c'est un représentant de la voix du client par équipe. Donc ce représentant appartiendrait à une communauté et ferait partie intégrante de l'équipe et pourrait être par exemple un développeur ou quelque chose comme ça. L'environnement, donc l'opportunité, ce serait des équipes qui seraient séduites par l'idée. Voilà, donc ça c'est pyramide. Voilà un exemple pour illustrer un peu la pyramide. Alors, comment je m'en sers? Alors, récemment, j'ai eu un... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les slides. Sur mon écran, ça tapait bien, mais là, comment je fais pour agrandir? Comme ça. Ah, c'est un peu plus rikiki que sur mon écran. J'espère que c'est plus large que sur votre écran que sur le mien. Donc, à l'origine, alors là, je vais vous donner un exemple de comment je l'ai utilisé pour rabibocher, réaligner un architecte et une équipe Scrum. Donc, l'architecte, enfin l'équipe, grosso modo, elle dit l'architecte, il est dans les choux, il a une vision hyper théorique et on n'arrivera jamais à faire l'implémentation qu'il demande en temps et en heure si on veut sortir le produit. Et l'architecte, il dit, le PO phagocyte un peu l'équipe et empêche l'équipe d'aller vers l'architecture vers laquelle il faudrait aller. Donc, comment j'ai procédé? Et ça, c'est je le fais assez souvent et ça fonctionne assez bien, quoi, finalement. Je leur ai demandé, alors au niveau 1, hein, la première ligne, la ligne orange, on la voit mal, hein, je suis désolé, je pensais qu'on la verrait mieux, mais je leur ai demandé de proposer des pratiques. J'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Alors, ils ont commencé à proposer des pratiques et puis ils ont commencé à discuter en disant, non, mais moi je suis pas d'accord. Je dis, non, on s'en moque, vous êtes d'accord ou pas, c'est pas le souci. Okay, non, vous avez fait les pratiques, ok. Maintenant, une fois qu'il y a eu les pratiques, je leur ai demandé d'identifier les croyances qu'il y avait derrière ces pratiques et les valeurs qui étaient nourries. Donc, c'est la partie 3 et 2. Ouais. Et là, donc, ils ont travaillé et on a fait émerger des croyances et des valeurs. Et pour le coup, là, j'ai arrêté, je les ai arrêtés. Je dis, OK, on a les bonnes croyances, les bonnes valeurs, c'est comme ça que vous les rephrasez. Et on a pu s'aligner là-dessus. Donc, on a pu observer que si dans les pratiques, il y avait des choses qui n'allaient pas, en tout cas, au niveau de la strate de la pyramide, valeurs et croyances, on a été bien alignés. Waouh, c'est cool, on avance. À partir de là, je leur ai dit, mais bon, les pratiques semblerait que... Est-ce qu'on pourrait améliorer les pratiques? Et donc, il y a eu un repassage sur les pratiques, donc sur la ligne 1. Puis, après, on s'est demandé comment on fait
pour que ces pratiques aient lieu, pour qu'on puisse les faire émerger. Et là, il y a plein de questions alors j'ai titillé un peu, hein, il y a plein de questions qui sont apparues sur leur capacité à pouvoir mettre en place ces pratiques, notamment en termes de formation, etc. Donc on a bien itéré et on a observé, par exemple, alors il y a une croyance qui est qui est de dire il faut une vision partagée. Il faudrait que pour qu'on puisse avancer et être bien aligné, il faudrait qu'on ait une vision partagée. Donc c'est ça la croyance. C'est au niveau 3. En termes en termes de capacité, je les ai bien challengés. Enfin, on s'est challengé parce que je faisais aussi partie du truc. Et ce qui est apparu, c'est que, ils ne savaient pas, y avait des zones d'ombre sur comment on peut faire une vision partagée. Donc, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment on pouvait faire émerger une cible architecturale et un chemin un peu dégradé pour y aller, etc. etc. Et donc, on a identifié donc, des formations, des sensibilisations sur le design émergent, donc pour faire émerger un chemin vers une cible, sur comment on peut prendre des décisions, parce que il est clair qu'il y avait pas mal de discussions et que le but du jeu étant de s'aligner assez rapidement, mais il fallait qu'on trouve un moyen pour prendre des décisions. Donc, quelles étaient les différentes manières qu'on pouvait utiliser pour prendre des décisions, etc., rapidement, etc. Donc ça, c'est en ligne 4. Ah, on voit mal, hein, c'est dommage. J'enverrai les stats pour ceux qui veulent. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point où il y avait eu un peu de tension, c'est que étaient remontées des pratiques sur on aimerait bien que l'archi soit quelqu'un qui ait une posture de facilitateur. Finalement, ça a été rephrasé comme la croyance est que afin de délivrer mieux et plus vite, l'architecte n'étant pas disponible 100% de son temps, il fallait qu'il puisse faire des mini-lui dans l'équipe, donc il devienne le mentor de l'équipe. Puis même chose, l'archi, quand on a proposé ça, alors au début il était un peu contre la posture de facilitateur, une fois que ça avait été clarifié, qu'on avait clarifié vraiment la partie 2 et 3, les valeurs, les croyances, il était plutôt aligné, après il ne savait pas comment faire. Donc là, même chose, formation, etc. Formation sur le mentoring. Et la partie environnement, donc une fois qu'ils avaient pris ces décisions, alors comment on allait faire ça sur l'environnement, comment on allait, quelle était l'opportunité, donc il y a un projet, hein, et puis surtout, alors il y a quand même un peu de temps qui est passé pour faire du pair programming ou des choses comme ça, et donc sur ce projet, ils vont se doter de métriques sur le time to market, la qualité de service, la qualité d'expertise, et sur les coûts AWS, bon ça c'est un peu plus pour l'architecture, afin de pouvoir démontrer qu'ils sont sur le bon sens, qu'ils vont dans le bon sens. Voilà, il est 17h18, j'ai pris 13 minutes pour le faire. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Vous pouvez en poser. Est-ce que vous avez des questions de clarification? Est-ce que c'est clair, pas clair? Là, on a à peu près 5 minutes, si vous voulez, pour en parler. Vous pouvez m'indiquer dans le chat si c'est clair, ou poser des questions. Voilà. Ça converge toujours comme exercice. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce cadre-là, ça avait convergé vachement au niveau de suite au niveau de la strate en haut, mais ça ne converge pas tout le temps comme ça. Et donc, là, il peut y avoir des objections. Quand on est sur les niveaux de croyance, hein, il y a quelqu'un qui croit quelque chose, d'autres qui croient en autre chose, voilà, on ne va pas discuter pendant 15 ans, on va plutôt observer les objections les uns par les autres et on va essayer d'affiner la croyance ou on va essayer de traiter les objections. Ensuite, sincèrement, s'il y a une objection, alors ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas, moi, c'est le message que je leur dis, s'il y a une objection hyper forte au niveau des croyances et des valeurs, on prend une décision, on ne reste pas, quoi. Mais c'est jamais arrivé, on a toujours réussi à le converger. Et ce qui est marrant, c'est que plus vite on converge en haut, et plus simple après c'est en dessous. Ça va se passer en dessous. Par contre, il faut bien commencer par en dessous, parce qu'ils ne comprennent rien à l'exercice. Hein, les gens ne comprennent pas, donc il faut vraiment commencer par les pratiques, et puis monter, voir, et puis regarder si on est aligné ou pas, aligner les strates du haut, puis après réaligner en bas. Ah, bien Pablo. Oui, le bon truc, c'est top. Eh parce que moi, j'ai un tricky truc là-dessus. C'est que la première fois, c'est moi qui le fais. Je leur dis,
Ouais, vous avez toutes ces pratiques, etc. Ok, vous commencez à vous disputer. Ok, très bien les gars, ne bougez pas, je reviens. Allez, on se revoit dans... Et je monte, donc je pars toujours d'une bouture. La première fois, je pars d'une bouture, ce qui m'évite de passer 15 ans à leur expliquer. Nanana. Et une fois qu'ils ont compris, après, on amende la bouture. Ce qui me permet, après, bon, c'est ce qui permet aussi de faire passer quelques messages. Ça, c'est la première fois. Et puis après, progressivement, je fais plus de bouture et puis on y va directement. Voilà. Marielle, la mise en place a-t-elle été naturelle demandée par un manager? Non, c'est moi. C'est moi qui l'ai. C'est de mes lectures, du constat que j'ai eu, hein, vraiment, hein, de me dire, mais c'est tout. Une fois qu'on est. Parfois, il vaut mieux aligner, même si c'est sur de mauvaises décisions, que garder les gens désalignés. Et donc, quand je sens que ça tire un peu, que ça ne va pas, ben, j'aligne. J'essaye d'aligner avec cet outil-là, leur montrer qu'ils ne sont pas si éloignés que ça les uns des autres, qu'on arrête de discuter des heures sur des postures ou je ne sais pas quoi, et qu'on avance. D'accord. On a fini pour les questions. Semble clair pour les autres. Ok, top. Ben, on va passer à la partie. Ah, une autre question. Afficher les sujets comme des croyances est parfois violent pour les gens. Non. Alors c'est pas le truc que j'ai perçu. Moi, ça me permet alors peut-être c'est la manière dont je l'introduis. Ça me permet de leur faire comprendre que ce sont des hypothèses qu'ils ont dans la tête. C'est une façon de voir le monde. Ils pensent, on peut avoir les mêmes valeurs et une façon différente, une croyance différente pour nourrir ces valeurs. Hein, je peux avoir je sais pas moi, j'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça. Et quand il y a des discussions au niveau des croyances, les gens sont convaincus parfois de leur truc. C'est comme si moi, je discute avec un gars qui fait un cycle en V et je lui dis, mais Scrum, c'est génial, quoi. Et puis on va se prendre le chou. Alors qu'au final, on veut la même chose, on a les mêmes valeurs. Par contre, le fait d'utiliser le mot croyance me permet parfois de leur dire, vous voyez là, quand vous vous disputez, vous êtes sur des convictions, c'est-à-dire des croyances que vous prenez pour des certitudes. Mais il n'y a personne qui a démontré que votre truc marche. Et on voit bien dans l'exemple Amazon et Apple, ils ont des croyances différentes. Je veux dire, la croyance d'Amazon ne marcherait pas chez Apple, et celle d'Apple ne marcherait pas chez Amazon. Donc, c'est pas l'histoire, c'est le contexte. Donc, le vrai truc, c'est est-ce qu'on va expérimenter? Allons expérimenter ces croyances, s'il vous plaît. Arrêtons de nous disputer ces discussions. Est-ce qu'on peut? Et juste le fait d'utiliser croyance, je l'associe moi à hypothèse. Voilà. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit pris violemment. Après, vaut mieux prendre un facilitateur, Marielle. Hein, comment animer, faciliter ce type d'atelier en faisant partie de l'équipe. Donc, vaut mieux prendre un facilitateur pour le faire au début. Mais moi, je le trouve que c'est assez fluide au bout d'un moment. Et quelque part, bon, Pablo, il va comprendre ce que je vais dire. Même maintenant, enfin, avec des équipes où c'est on est un peu plus fluide, on parle d'intention très rapidement. Bon, tu proposes ça, quelle est ton intention? Okay. Donc, c'est quelque chose qui peut s'approprier aussi rapidement. Voilà. Après, en tant que Scrum Master, je le facilite, je fais partie de l'équipe et en même temps, je facilite. Donc, c'est aussi un truc bicéphale que j'ai déjà. Voilà. Mais bon, le mieux, c'est fait que moi, sur les premiers, prendre un facilitateur. Ok, allez, on va passer au second sujet, donc la compatibilité entre les individus. Et là, normalement, j'ai un sondage. Et Léa, est-ce que tu pourrais nous lancer le sondage ou, Alors, il y a un onglet sondage, normalement. Attention, il y a chargement des sondages. Donc, vous avez la question qui est posée là. Alors, voilà. Ok, ben, je vais vous demander d'y répondre. Allez, 2 minutes. 1 minute. Donc, je lis là. Allez, je lis la question. Il faut aller dans l'onglet sondage. Hein. Quelle est, selon vous, la caractéristique la plus importante d'une équipe performante? L'équipe est composée des meilleurs individus.
les individus au sein de l'équipe se sentent en sécurité d'aborder tous les sujets. L'équipe a adopté une organisation de travail où elle peut s'améliorer en continu sur ses produits, sur sa manière de travailler. Alors, allez-y, votez. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Léa, le vote. Parce que là, je ne vois pas les résultats. Je ne vois pas qui c'est qui vote aussi, peut-être. Ah si, ça arrive. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Oh, personne n'a mis une équipe est composée des meilleurs individus. Ok. Donc, alors pour vous, en majorité, hein, ce sont les individus au sein de l'équipe qui se sentent en sécurité d'aborder tous les sujets. Et pour vous, c'est la caractéristique la plus importante d'une équipe performante. Ce serait bien la mienne aussi, d'ailleurs. Et puis, c'est pas que la mienne, c'est aussi celle de William Schultz. Mais dis donc, ça affiche très petit. Tout ça, oups. Attendez, je grossis parce que... Alors, est-ce qu'il y a du chat qui apparaît? Je vote pour la réponse de Pablo. Ok. Hop. Voilà. Alors, William Schultz, il a écrit l'élément humain. Et lui, finalement, quand il va parler de performance, il va avoir le même avis que la majorité des personnes, 60% des personnes de ce groupe. Le truc le plus important pour lui, ça va être la relation des individus entre eux. Et il va l'exprimer comme ça. Il va dire une équipe est moins performante parce qu'au moins un de ses membres est rigide. Et il va dire un individu est rigide lorsque son estime de soi est touchée. Ah, une fois qu'on a dit ça, on a posé un pavé. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la mesure entre comment on aimerait être et comment on se perçoit vivre. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on est rigide, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un comportement de défense, par exemple, on est toujours en train de critiquer, on critique tout ce qui se passe, etc., c'est que quelque part, notre estime de soi est touchée. Et il y a deux manières de travailler l'estime de soi, qui se fait un peu en parallèle, mais là, on va en voir qu'une. La première, c'est de travailler soi-même, chez soi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'adopte une posture de critiqueur, par exemple? Voilà. Donc, de prendre conscience qu'on a une posture de critiqueur et d'aller regarder pourquoi il y a des stimuli extérieurs qui font qu'on adopte une posture de critiqueur. Bon. Ou alors, une autre manière, c'est qu'on fait en sorte que les stimuli extérieurs n'apparaissent pas. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, c'est un sous-ensemble du modèle de William Schultz. En tout cas, dans son modèle, il y a trois axes qui sont fondamentaux. C'est l'intégration, le contrôle et l'ouverture. L'intégration va donner un sentiment d'importance. Je suis intégré dans le groupe, je me sens important. Le contrôle va donner les sentiments de compétence, de choix. Je suis compétent et en plus, je peux choisir. Donc là, on va parler d'auto-organisation, etc. L'ouverture, c'est le sentiment de sympathie, d'appréciation. Je suis apprécié, je suis sympathique. Et ce qui se passe, en tant qu'individu, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes préférences. Certains vont avoir des préférences élevées. Alors, quand je vais avoir une préférence élevée sur l'intégration, ça veut dire qu'il faut qu'on soit ensemble, il y a un maximum d'interaction, ça me parle. Et si ça n'a pas lieu, je ne me sens pas intégré. Donc, je ne me sentirai pas important aux yeux du groupe. Donc, je peux adopter des comportements de j'ai pas d'énergie ou décider, je suivrai. Vous voyez? Non. Ça, c'est des préférences. Mais par contre, il y a d'autres individus, eux, ils ont une préférence basse d'intégration. Et ça va aller. Hein. Ils vont plutôt préférer travailler seuls, individuels. Mais ils vont quand même se sentir importants aux yeux du groupe. Alors, même chose pour les préférences élevées. Pour le contrôle, on peut avoir des préférences élevées, hiérarchiques, structurées. Hein, je m'épanouis dans un environnement où c'est très hiérarchique, très structuré. Par exemple, un junior qui arrive dans c'est très rassurant pour un junior hein, d'arriver dans un environnement très hiérarchique, très structuré comme ça et tout. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir des préférences plutôt basses sur le contrôle. Je préfère que ce soit fluide, spontané. Quand on lance une idée, ça rebondit, on y va, etc. Plus d'auto-organisation, plus de liberté. Et en termes d'ouverture, même chose. Alors, les personnes vont avoir des préférences élevées, l'ouverture, la sincérité, on se tape sur l'épaule, il faut qu'on discute, des choses comme ça. Voilà. Ou d'autres plutôt sérieux, il faut être impersonnel, un peu dans la représentation. Alors, on va avoir des préférences différentes. Et le but du jeu, c'est d'assez rapidement identifier ces préférences, identifier quelles sont les préférences des uns des autres et de les raccorder. Voilà. Alors, c'est très vaste, il y a plein de choses autour de ça.
Il y a juste, alors je partage qu'une pratique qui, moi, marche super bien. Je dirais même elle déchire. Ok, c'est l'atelier Welcome. Chaque fois qu'il y a un nouveau, un nouveau qui arrive, etc., maintenant, je lui fais faire un atelier Welcome. J'ai observé que quand je faisais cet atelier, alors c'est mon témoignage, forcément, je suis peut-être un peu dithyrambique, mais ça, et qu'il ait réussi cet atelier, parce que parfois je le loupe. L'intégration, elle est top. Et vraiment, et puis ça dépote et ça s'avance très vite. Quand on me le fait à moi, parce que je demande aussi chaque fois que j'interviens dans une équipe, qu'on me fasse qu'il y ait un facilitateur qui me fasse l'atelier Welcome, ça, franchement, ça me permet d'avancer plus vite. Et j'ai observé effectivement des tensions dans des équipes quand l'intégration s'était mal passée. Là, j'ai observé des tensions et j'ai même pu ne pas la récupérer, enfin récupérer ces tensions après. Voilà. Donc maintenant, c'est systématique. Toute nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, dans le premier sprint, va avoir droit à son atelier Welcome. Et dans cet atelier, je vais expliquer l'élément humain, les axes dont je vous ai parlé. Ouais. La personne, alors, si la personne n'a pas été recrutée par l'équipe, ce qui arrive encore dans l'écosystème où je suis, et ben, quelque part, on lui fait repasser un entretien d'embauche. Elle réexplique, elle se représente, etc. etc. Elle présente sa mission comme elle l'a entendu, etc. Voilà. Donc, et puis après, il va y avoir une partie où l'équipe et ces personnes vont proposer des attentes, leurs attentes mutuelles et des axes de soutien, vont faire des propositions de soutien. Alors, j'aime bien quand ça se fait, tu sais, j'aimerais vivre ça avec toi. J'aimerais, tu vois, l'équipe pourrait dire, ou les membres de l'équipe pourraient dire, moi, avec les développeurs, je suis développeur, avec mes copains, avec mes collègues, j'aime vivre comme ça. J'aime vivre comme ça. Donc, j'aime bien ce phrasé-là. Bon. Je l'ai expérimenté, il me semble qu'il marche un peu mieux que, je dis c'est un phrasé naturel, mais bon. Ça peut se discuter, ça peut se challenger. Et surtout, je les fais réfléchir sur les 3 axes. Hein. Donc, j'aimerais bien vivre. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on se tape sur le dos, quand on discute ensemble, ça devient assez friendly très vite, ou j'aime bien qu'on garde nos distances, etc. Bref. Donc, sur les 3 axes, intégration, contrôle, ouverture. Puis, une fois que ça, on a partagé, etc., il y a des discussions qui se mettent en place, où souvent, il y a des choses marrantes qui émergent. On termine par ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qui c'est qui peut. Est-ce que ça vous donne des idées d'action, de choses qu'on pourrait faire? Par exemple, s'il y a une demande, s'il y a des attentes particulières et que quelqu'un peut aider là-dessus, ben, qu'est-ce qu'il propose, etc. Et là, on va émerger un ensemble d'actions. Et après, on part avec des hauteurs. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'individu il est là, au bout d'un sprint, il y a déjà, je fais cet atelier et on repart avec des actions que fait l'équipe pour cette personne et que cette personne fait pour les individus. Donc moi, j'avais eu une fois une demande d'une équipe qui était arrivée et qui avait dit, et qui m'avait fait comprendre, grosso modo, là, hein, que le Pipoland, ça suffisait chez les Scrum Masters. Alors, je débarque et boum, dans l'atelier, c'est ce qui remonte. Et je leur ai dit, c'est top, les gars. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire un mois, donc c'est ce que j'ai proposé, je vais faire un mois de discovery auprès de vous, je vais vous regarder travailler avec vos managers, etc. Et dans un mois, je vous propose un ensemble d'actions qu'on aligne tous les managers et vous dessus. S'il n'y a pas d'alignement, je pars. Et ils ont dit banco. Et moi, ça m'a donné une crédibilité de dingue pour aller challenger tout le monde, les managers, etc. Et on a pu faire passer des choses très intéressantes. Voilà. Donc pour moi, c'est. Alors voilà, il y a pas mal d'ateliers comme ça dans la Bible du team building de Jean Telet, il me semble que c'est le petit livre là, en bas à gauche. Allez, il est 34, on a 5 minutes pour poser des questions, allez-y. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser des questions de clarification. Ou même sur le chat, partager des expériences, hein, je ne sais pas. Voilà, partagez vos retours, que je puisse. C'est vrai qu'on ne s'entend pas, c'est dommage. Alors, ça c'est ma préférence. Mes préférences en degré d'ouverture, moi, c'est très ouvert. Et non, quand je ne vous entends pas, je suis perturbé un peu quand même.
Donc, c'était clair? Pas de questions? Ah si, Marc, tu utilises le Moving Motivator aussi pour voir les attentes de chacun. Pas forcément. Pas forcément. Les Moving Motivators, je l'ai expérimenté une paire de fois. J'ai pas super accroché. Je suis pas super accroché. Mais c'est moi, après, ça peut, en tout cas, oui, ça peut être utilisé dans cette partie-là, pour qu'ils prennent conscience des choses. Donc Pablo, pourrais-tu remettre le lien dans le bouquin sur le team building? Alors, ça s'appelle la Bible du team building. Oh, attends, on trouve ça là. La Bible team building de Jean Tepelet. Je te retrouve le lien. Parce que c'était une image. Ouais, c'est vers la FNAC, comme ça on va faire travailler l'entreprise française. Voilà, alors, on est là, dans le chat. Tac. Là, voilà. Donc il est top, hein, ce bouquin. Et il y a beaucoup... Bon. Pablo, si on pourra en discuter, mais il est vraiment super sympa. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était clair? Vous pouvez m'indiquer sur le chat si c'était clair, etc. On passe ou... Ok, top. Merci Marielle. Claire. Ok. Ok, donc pas de question de cas. Merde. Okay. Il semblerait que Frédéric soit parti faire une pause technique ou la technique l'a forcé à faire une pause. Super, je fais des claquettes. Pour répondre à Pablo, alors je vais donner un élément de réponse qui moi me vient en tête, mais je ne suis pas notre magnifique Fred. Est-ce qu'il y a des astuces pour rendre tout ça mesurable? Oh là. Le mood de l'équipe. Désolé Fred, je fais le... Ah non, ça pas désolé. Mais bien sûr, parce que c'est compliqué cette histoire de connexion. Pour tout vous dire, je suis dans les Landes. Je me suis confiné dans les Landes et apparemment, il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus dans les Landes et ils n'avaient pas prévu et il y a des heures où ça tombe. J'ai une question de Pablo sur rendre tout ça mesurable. Moi, je disais le mood de l'équipe, c'est un bon indicateur agrégé de la tendance. Est-ce que ça s'améliore? C'est un bon indicateur agrégé pour moi de tout ça, mais peut-être que tu as une réponse. Alors moi, voilà, pourquoi je dis que ça fonctionne et comment je l'ai mesuré, c'est que donc je l'ai joué. À l'origine, je l'ai joué parce que je sentais des tensions entre un nouveau manager et l'équipe. Et puis ça s'est bien passé. Et puis il y a un nouveau comment ça s'appelle, un team leader qui est arrivé dans l'équipe. Et puis le manager, il m'a fait Fred, il faudrait faire la même chose pour lui. Ouais. Voilà. Et puis, il y a des gens qui ont quitté l'équipe et qui sont venus me voir en disant Fred, je suis dans une nouvelle équipe, tu pourrais me faire ça pour moi? Voilà. Et là, je me suis dit, c'est bon. C'est donc que ça marche. Ah non, tu rigoles. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Bon, alors maintenant, on va passer sur le sujet un peu plus touchy, c'est celui de la compatibilité avec l'environnement. Alors, ça va pas être... le problème que je rencontre, moi, sur la compatibilité avec l'environnement, c'est souvent les équipes, il y a une espèce de croyance, alors pas une espèce, il y a des croyances auto-limitantes dans les équipes qui nous empêchent d'aller regarder réellement, qu'elles prennent des décisions qui déchirent.
on a parlé tout à l'heure de l'alignement. Alors voilà, on va aligner l'équipe, elle va prendre une décision, voilà, et puis boum, elles vont dire de toute façon c'est pas possible parce que l'environnement ne nous permettra pas de la faire émerger cette décision. Et là, c'est un combat. Enfin, je dis c'est vraiment un combat parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est un premier problème. Et ça tourne beaucoup autour de Scrum, toutes ces discussions de le produit, il faut découper, il faut livrer pour avoir de la valeur, c'est ça. Oui, oui, Marc. Alors, ça génère de l'autocensure. Après, bon, quelque part, le vrai problème, c'est que ça les empêche de réfléchir à comment on pourrait faire, malgré le milieu acide, pour essayer de sortir quelque chose le truc qu'il faudrait faire. Voilà. Voilà. Le truc dont on pense que ça a de la valeur, eh ben on abandonne parce que ça devient compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vois, le deuxième problème aussi que j'ai, enfin que je vois, hein, que j'ai pas forcément, mais c'est avec les Scrum Masters. Il y a des Scrum Masters, ils vont aller en confrontation, en choc frontal avec leur environnement, parce qu'on n'applique pas Scrum comme il faut, parce que ceci, parce que cela. Et blablabla, mais là récemment, j'ai vu un Scrum Master se faire sortir, quoi, d'être rétrogradé. Je mets bien les guillemets parce que c'est dans un rôle de développeur, etc. Et puis il en démarre, il reste coincé sur cette histoire, quoi. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai développé et de quoi je m'inspire pour faire ça? Alors, ça va pas surprendre Pablo ni Marielle. Eh ben, la spirale dynamique. Alors là, pour le coup, ça va être un peu chaud à expliquer en 5 minutes, mais on va y arriver. Attendez, j'essaie de l'ouvrir en grand parce que finalement l'écran est petit. Alors, la spirale dynamique. C'est un ensemble, je vais le faire assez simple, c'est un ensemble de systèmes de croyances, okay, qui sont apparus tout au long de notre évolution. Alors ça a été identifié par Clark et par un psychologue qui s'appelle Clark, il me semble, et ensuite repris par Beck. Voilà. Les systèmes de croyances, alors comment on passe d'un système de croyance à un autre? C'est parce que le premier système de croyance a résolu des problèmes et on a créé d'autres. Voilà. Et donc au bout d'un moment, les problèmes qu'il a créés, il faut pouvoir les résoudre, mais ces problèmes ne peuvent pas être résolus en utilisant les mêmes croyances qu'avant. Donc il faut passer à autre chose. Alors, ça commence par le violet. Là, je vais vous parler du violet jusqu'au jaune. Ok. Alors, vous allez voir où je vais en venir, mais c'est dommage, je ne vois pas. Attendez, parce que là, je ne vais pas pouvoir lire un truc. Alors, comment je vais faire? Excusez-moi parce que j'arrive pas à lire mon. Donc je vais devoir afficher mes slides. Voilà. Excusez-moi. Ok, bon, on va faire ça. On va faire ça de mémoire. Dommage. Bon, alors, excusez-moi. Le premier système de croyance dont je vais parler, mais ce n'est pas le premier auquel a été confrontée l'humanité, mais enfin, c'est le premier dont on parle. En tout cas, c'est le système de croyance tribal. Grosso modo, on appartient tous à la même tribu. Okay, c'est parce qu'on est en tribu qu'on va survivre. Bon, ça permet de gérer 100 à 150 individus. Donc, c'est le violet, là. Vous voyez cette petite forme violette comme ça. Et le truc hyper positif dans ce système de croyance, c'est l'appartenance à la tribu. On est dans l'amour inconditionnel. Si tu appartiens à la tribu fera tout pour toi. Tout. Le problème, c'est l'hyperviolence de ce mode de pensée. Et il n'est pas scalable. Si je peux entretenir un nombre suffisamment de liens entre 100 et 150 personnes pour que chaque individu soit considéré hyper important aux yeux des autres,
Bon, ben, dès qu'on passe à 1000, c'est plus la même chose. Et en même temps, donc c'est hyper violent. Et et donc pour résoudre ça, ou pour résoudre à ce problème de scalabilité, finalement, hein, il y a un autre système de croyance qui a émergé, donc il est symbolisé par le rouge, là. C'est un système de croyance donc rouge. Lui, c'est un peu au service de l'ego. C'est ce qui a permis de créer des empires. Okay. Donc ce système de croyance rouge, okay, il est aussi très très violent en termes de décision et très orienté sur très égoïste. Finalement, l'empereur, le monde est au service de l'empereur. Et puis dans la hiérarchie, quand on descend, hein, chacun dans son périmètre va être l'empereur de son périmètre. Et il y a le pater familia, le père de famille, boum, peut faire régner un peu la terreur dans la famille, etc., parce qu'elle est à son service. Vous voyez ? Ça permet de souder, ça permet de créer des empires, de souder des gens autour d'une personne qui souvent d'ailleurs avait une représentation religieuse, enfin du moins voilà, religieuse ou divine. D'accord. L'aspect hyper positif des rouges, c'est le courage. Des systèmes rouges, il en existe encore en France. On voit l'armée par exemple. L'armée, la valeur courage, c'est important pour elle. Bon, ils ne sont pas que rouges, hein, mais le rouge est très présent. La mafia aussi, hein, ils sont très rouges. Le problème de tout ça, c'est qu'à force de servir les égos, on va se taper dessus, quoi. Et puis à un moment donné, tout le monde va se tirer dessus. Donc il y a un autre système de croyance qui a émergé, et lui, il est bleu. Lui, il va être plutôt dans l'ordre, dans la discipline. Là, il faut être discipliné, il faut l'ordre. Okay. C'est aussi un système où les prises de décision sont directives. On peut prendre, donc c'est tous les systèmes religieux, finalement, qui disent, si tu suis, dans la chrétienté, si tu suis tous ces préceptes, tu iras au paradis. Voyez. Et les préceptes sont écrits, hein, c'est dans l'ordre et c'est carré comme ça. Mais c'est toujours vivant chez nous, hein, c'était ce besoin d'ordre. Hein. Par exemple, tout ce qui est checklist, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait à un moment donné une forte mortalité dans les opérations chirurgicales, et quand ils ont mis les checklists, ça a vachement réduit les taux de mortalité. Donc, le côté positif, c'est l'ordre et la discipline, et le mode de décision, il est directif. La limitation du bleu, c'est qu'il n'est pas très inventif, il n'est pas orienté performance. Donc, grosso modo, quoi, quand tu as un gars qui est venu qui a dit bon, ben, la Terre, elle tourne pas, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, on l'a gentiment brûlé, quoi. On lui a fait quelques misères. Ouais. Mais bon, si on était resté sur un monde bleu, on n'aurait jamais envoyé de fusée sur la Lune, peut-être bientôt sur Mars. Et donc a émergé un monde orange dans lequel finalement la performance est importante. Le monde orange, c'est le monde un peu dominant à l'heure actuelle. C'est un monde aussi individuel, c'est le monde de la surconsommation. Hein. C'est un monde de je suis un individu performant si je surconsomme, si je suis riche, etc. Voilà. C'est le monde de la mesure, c'est le monde de l'expertise, c'est le monde du travail par expertise, du travail, du découpage du travail. Hein. C'est clairement ce qui a donné le cycle en V, quoi. Hein. On va passer des fonctionnalités, de la description des fonctionnalités à la description à l'exécution du développement, puis après à la production, etc. Donc, c'est la division du travail. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, ça, c'est le orange. Donc, et le mode de décision, il va se faire dans le compromis, assez souvent. Ensuite, on va avoir le vert. Alors, le orange, la limitation du orange, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Hein, c'est que les gens, ok, la performance, c'est bien, l'individu, glorifier les individus, c'est bien, mais on a du burn-out, on a des gens qui sont déprimés, on a tous les gens de 50 ans, ça va parler à Marc. Oh, je sors. Et on a tous les gens de 50 ans qui se disent oh, je vais arrêter de bosser dans les entreprises parce que ça n'a plus de sens, etc.
Voilà. Et c'est là qu'émergent finalement en ce moment donc plutôt des systèmes de croyances verts qui disent oh, si on s'éclate pas et si on n'est pas si on s'éclate pas au travail, s'il n'y a pas une dimension comme ça plus humaine au travail, on ne va pas s'en sortir. Ouais. Voilà. Donc, et on voit émerger donc des mouvements bienveillants hein, au travail, ainsi que et le mode de décision. Donc, quand on est vert, hein, quand on est bien vert, donc c'est communautaire, quoi. Bon, ben, c'est par consensus. On va prendre les propositions de tout le monde. On n'est pas dans le compromis, là, on est dans le consensus. Et puis, bon, ben, ça, c'est un peu compliqué, parce que déjà, le consensus, pour se mettre d'accord, bah, vas-y, quoi. Hein, c'est compliqué, surtout si la question, elle est très, très complexe, etc. Et donc, la limitation de ça, la limitation du verbe va faire émerger donc une réflexion systémique, c'est-à-dire, alors, la pensée systémique, c'est une pensée qui va dire tout ce qui est derrière, là, tous les différents schémas de pensée qu'il y avait, ben, ils sont bons, il y a quelque chose de bon dedans et il faut les prendre. Il faut prendre tout ce qui est bon. Et donc, la personne systémique va pouvoir, selon la situation, pouvoir être directive, pouvoir faire du consensus ou du compromis, etc. etc. Voilà. Alors, je vous ai expliqué, ça a pris un peu de temps, mais c'était important. Alors, pourquoi? Parce que finalement, c'est ça le truc que moi, j'ai essayé de mettre en pratique avec les équipes, qui est de dire, bon, ben, vous avez un problème, vous avez une solution, là, vous voulez mettre quelque chose en place, et si on avait une pensée systémique, et si on arrivait à designer cette solution, je vais vous montrer, à designer cette solution de manière à ce qu'elle puisse parler à tous les niveaux de croyance qu'il y a autour de nous. Très souvent dans l'entreprise, les niveaux de croyance sont rouges, directifs. On en connaît des directifs. Ordre, ok, fais-moi un plan d'action détaillé, nanana. Performance, ben, les mesures. Voilà. Et quand on veut faire du Scrum, il est systémique, il est dans le jaune. Scrum, il est à la fois, il dit oui à tout ça, mais en même temps, il dit oui au travailler ensemble, à prendre des décisions ensemble, au consensus. Ça, c'est le vert. Et donc, quand les décisions sont prises par les équipes, vraiment le travail qui peut être fait, c'est donc d'identifier le niveau de l'ensemble des systèmes de croyances des personnes autour de nous, autour de l'équipe, et dans la proposition qu'on va faire, il faudra leur parler à leur niveau de croyance. Donc, s'il y a du rouge, ben, il faut qu'il y ait quelque chose où il y a du courage. S'il y a du bleu, il faut qu'il y ait quelque chose où il y a de la discipline, etc. Alors là, dans la slide que je vous montre, alors ceux qui étaient là à midi, ils ont pu voir, on a assisté à un talk d'Equinox, et Anas, donc, qui nous parlait, il a parlé de la journée d'accélération. Et la journée d'accélération, moi, c'est un truc, ça marche, du feu de Dieu. Quand je la déploie dans les équipes, etc., ça marche. Et ça marche aussi parce qu'elle adresse exactement, elle fait exactement ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce que c'est la journée d'accélération? La journée d'accélération, c'est on prend une équipe, on dit à l'équipe, bon, on dit à l'équipe, aujourd'hui, tu vas pouvoir choisir le sujet sur lequel tu veux travailler. Mais il y a des contraintes. La première contrainte, il faut qu'il y ait un ROI. La deuxième contrainte, il faut que tu ailles en production le soir. Alors, le ROI, ça c'est la performance, ça va parler au range. La deuxième contrainte, c'est il faut que tu nous sortes quelque chose au bout d'une journée. Ça, c'est du courage, parce que à la fin de la journée, les gars, ils ont bossé toute la journée, tous ensemble, etc. Ils sortent le truc, c'est compliqué. Parfois, ils ont envie d'abandonner. Non, on a dit qu'on allait le sortir ce soir, on va le sortir ce soir. Courage. Donc, ça parle au rouge, ça, autour de nous. Voilà. Il y a tout un pan dans la journée d'accélération sur un pattern d'hyperproductivité qui est basé sur la délégation au commandement. Il y a une discussion qui se fait au début sur qu'est-ce qui va être fait, etc. Puis, il y a une divergence qui se fait au début sur comment on veut travailler, puis une convergence, et la convergence va être incarnée par un leader, par quelqu'un dont on va dire, l'équipe va dire, c'est toi qui va nous leader toute la journée dessus, sur ce sujet-là. Et l'équipe se met à son service. À ce moment-là, discipline. Vous voyez, ce pattern, quand je l'explique autour de moi, au manager, tout le monde s'y retrouve. Et c'est pas du pipeau.
Je veux dire, c'est pas, je le fais pas. Je dis pas ça juste pour qu'il valide le truc et puis on le fait pas. Non, derrière, on va le faire. Vous voyez, voilà. Et donc c'était peut-être un peu long, la partie d'explication, mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est que quand il y a un sujet où les équipes se disent on va pas le sortir, etc. Moi, je dis non, on va le sortir, mais on va les répondre aux besoins, au système de croyances qui nous entoure. Donc à chaque fois, il va falloir qu'on rajoute un truc et que ce soit pertinent, c'est du pipeau. Voilà. Allez, maintenant les questions. Donc, allez-y. Bon, est-ce que vous avez des questions? Il reste 5 minutes. J'espère que je ne vous ai pas perdu sur cette partie-là. Non. Voilà, vous avez bien suivi. Le coach, ah oui, on appelle ça des experts. J'ai pas vu vos commentaires parce que j'avais cliqué ça en gros. Et à mon âge, je vois plus quoi. C'est incroyable cette histoire. Alors là, des questions. Comment tu vois les transitions entre chaque couleur? Kesako, les transitions, alors, ça c'est un peu compliqué, il faudrait pas mal de temps pour en parler. Mais pour passer d'un niveau de pensée à un autre niveau de pensée, pour passer d'un schéma de pensée à un autre schéma de pensée, il faut avoir épuisé toutes les ressources du schéma de pensée dans lequel on est. Grosso modo, donc, pour vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez observé, quand il y a une transformation agile, et au début ça marche bien, puis ça tombe, boum. Puis après ça repart doucement. Bon, ça s'explique. Au début ça marche bien parce que tout le monde, ouais, mais c'est souvent des oranges. Hein, les dirigeants, ils sont souvent orange, et eux, ils voient Scrum comme un moyen donc d'améliorer les performances, etc. Ils n'ont pas vraiment la vision, l'aspect collaboratif, coopératif, hein, du vert. Bon. Et à un moment donné, donc, ils vont pas avoir réellement ce qu'ils attendent. Et ça va retomber. Ce qu'ils vont faire, c'est pour résoudre les problèmes auxquels ils vont être confrontés en voulant déployer du Scrum, ils vont vouloir les traiter comme ils traitaient leurs anciens problèmes avant. C'est-à-dire, bon, ben là, ça ne marche pas, on te refout un PMO, là, on te refout, bon, le Scrum Master, un peu directif, bon, là, on sort le Scrum Master. De toute façon, le Scrum Master, il nous embête parce qu'il parle de choses qu'on ne comprend pas trop, collaboration, nanana, on le sort, on met un manager à la place. Vous voyez? Donc, il va aller épuiser toutes ces... Mais ça ne va pas marcher. Donc, il va le faire, ça ne va pas marcher. Et c'est seulement quand il aura refait ça qu'il dira, bon, qu'il sera capable d'écouter pour passer au-dessus. Parce qu'il verra réellement le problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il est 58. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat peut-être? C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Ok. Est-ce que c'est clair donc? C'est vrai qu'on ne voit pas. Hein. Est-ce que c'était... J'espère que ça a été pas trop... C'était assez clair. Bah écoute, ça a l'air clair. Farouk nous confirme, donc okay. Parfait. Ok, ben merci Farouk. Ce que je te propose, c'est de conclure déjà en te remerciant de nous avoir éclairé de ta lanterne magique verte, bien évidemment. Que dire d'autre? Que je te remercie, que je remercie les participants de ce soir, et puis que je vous invite tous bien évidemment aux sessions de la semaine prochaine, ou alors sur LinkedIn, sur Pigeon Voyageur, sur ce que vous voulez, pour plus d'échanges avec Fred, bien évidemment. Merci encore Fred, merci à tous, et puis à la semaine prochaine pour la dernière série d'Avril Agile. Bonne soirée, ciao.